Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Aujourd'hui, j'ai un épisode un petit peu spécial, moitié nostalgique de terminer la deuxième saison du podcast, puis un peu festif des fêtes qui s'en vient. Donc, vous entendez aujourd'hui un épisode un peu bilan de cette deuxième saison du podcast Leader RH. Moi, cette saison-là m'a rempli tout autant que la première de bonheur de voir à quel point la communauté est là pour se soutenir une et l'autre, pour partager des bonnes pratiques et faire en sorte que globalement, tout le monde s'améliore, tout le monde apprend, puis on est très ouvert, puis on partage ce qu'on veut de façon globale, c'est que nos RH s'améliorent puis soient de plus en plus stratégiques et pertinentes dans les organisations. C'est ce qu'on a entendu beaucoup dans nos oreilles cette saison. Pour le temps des fêtes, donc on fait une petite pause. On aura des nouveaux épisodes qui débuteront en janvier 2026. On vous réserve une troisième saison super intéressante. Pour nous faire atterrir jusqu'aux fêtes puis vous garder en haleine jusqu'au prochain épisode, il y aura un épisode spécial aujourd'hui où je fais le bilan de l'année. Ensuite de ça, il y aura un épisode spécial un peu personnel, mais comme vous le savez, Ansia Personnel célèbre son 30e anniversaire. Pour moi, c'est une histoire de reprenariat. Je suis dans ma 8e année comme propriétaire d'Ansia et j'ai reçu François Lefebvre, qui est le fondateur d'Ansia. Au début, on n'était pas supposé le mettre en onde. On s'est dit, on voulait créer du contenu, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, à partir de l'enregistrement, on aura tout plein d'anecdotes et d'histoires sur le marché ou sur le monde du recrutement dans les 30 dernières années. Et on a ri, on s'est amusé, on a pleuré, on a vécu des bons moments, puis on s'est remémoré des bons moments, pas juste d'Ansia, mais du marché du travail en général. Puis on s'est dit, pourquoi pas, on va en faire une édition spéciale. Donc, vous allez entendre cette conversation-là que j'ai eue avec François. Comme je vous dis, il fait le tour aussi de comment ça se passait quand le taux de chômage était à 12, 13, 15 % quand il faisait du recrutement massif, qui a toujours fait partie de l'ADN d'Ansia, au moment où il envoyait des lettres, des réceptions de candidatures avec des times, avec des lettres tapées à dactylo. Donc, on vous amène dans une autre époque. Là, ses cheveux blancs vont le trahir un peu. Mais très intéressant. Sinon, on a aussi un épisode spécial où vous connaissez le jeu Nouvelle Recrue, qui est un jeu qu'on utilise avec nos invités. On en a fait le lancement officiel en ligne, nouvellerecrue.ca, shameless plug, si vous voulez l'acheter pour l'utiliser dans vos organisations. Mon équipe s'est amusée à sortir des questions, donc on a un épisode un peu plus léger où je réponds moi-même, où je me mets en danger et je réponds à des questions de notre propre jeu. Donc, on s'est amusé là aussi. Sinon, vous allez revoir, comme je vous dis, début janvier, un nouvel épisode. Pas piqué des verres. Ce qui m'amène un peu au bilan de la saison, c'est quelque chose qu'on fait souvent en fin d'année, la période des fêtes ou la période des résolutions annuelles nous amène souvent à faire le bilan de notre année. On ralentit le rythme, on a souvent des vacances qui viennent avec la période des fêtes où on ralentit le rythme, on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. J'aurai l'occasion de vous partager un petit outil qui est intéressant à faire. Mais quand je regarde spécifiquement notre saison nos 8 épisodes qu'on a eus cette saison de Leader RH, il y a des choses qui transcendent. Puis c'est le fun de voir comment des gens dans des fonctions RH qui proviennent de secteurs complètement différents, des industries complètement différentes, mais comment on partage tous les mêmes choses. Une des choses qui m'a frappé, j'insiste beaucoup là-dessus, comment on peut rendre les RH plus stratégiques, moins transactionnels, comment la crédibilité RH s'acquiert de la compréhension opérationnelle. À peu près tout le monde en a parlé, l'importance
de marcher le plancher, de comprendre la dynamique de nos employés, comprendre la dynamique de nos superviseurs, de nos gestionnaire dans lesquels qu'on supporte en tant que tel, de comprendre leur quotidien. Même Alain chez Boulangerie qui disait que sa première semaine de travail, il l'a fait dans la production directement avant de prendre son rôle de RH. Fait qu'il est allé un step plus loin que tout le monde, mais qui explique à quel point c'est important dans son quotidien de comprendre ça. Et ceux qui ont le plus d'impact, c'est vraiment ceux qui ont mis les pieds dans l'usine, dans le port, dans le bateau, parce qu'on a eu des gens de tous les domaines d'activité, pour comprendre puis faire en sorte que ce qu'ils mettent en place puis ce qu'ils apportent comme fonction RH, c'est utile puis c'est pertinent pour leur organisation. Ça, c'est vraiment un thème qui a été courant. Autre chose aussi qui m'a marqué, c'est que même si c'est un peu l'utilité du podcast de vous faire connaître des bonnes pratiques qui partagent qu'est-ce qu'ils voient dans leur secteur d'activité, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, on se rend compte que les bonnes pratiques, c'est rarement du copier-coller. Je pense que c'est Claudia qui disait c'est du copier-adapter. Copier-coller, adapter. Je me souviens plus de son expression exacte, mais de garder en tête que ce que vous apprenez, que ce soit sur notre podcast, dans les documents de l'ordre ou dans ce que beaucoup de gens vont émettre et produire sur Internet, LinkedIn, etc., comment je vais l'adapter à mon industrie puis à mon organisation. On adapte toujours à notre contexte et c'est ce qui fait qu'on a du succès. Et même si l'essence est là, sur une politique, une pratique, ben, le fait de l'avoir adapté vient augmenter considérablement l'impact qu'on a dans les organisations. On a beaucoup de gens qui sont venus, qui m'ont frappé aussi à quel point c'est un RH bâtisseur ou un RH, une espèce d'architecte de la fonction RH. On a des gens, je pense à Marie-Josée du groupe TAC, qui a commencé sa carrière, puis qui est là depuis, 22, 23, 24, 25 ans. On voit des gens qui changent d'emploi fréquemment, puis c'est une question que j'avais, je me disais, comment en 25 ans, 22 ans, dans la même organisation, tu peux te renouveler puis grandir avec l'organisation. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, qu'elle faisait grandir la fonction RH en même temps que l'entreprise grandissait et que ça l'a amené à un rôle de gestion. Je pense, entre autres, que c'est Catherine de Genv aussi qui nous avait bien fait rire. Elle disait elle avait eu un poste au début de sa carrière, puis ça faisait peut-être 14 ou 16 mois qu'elle était là. Puis elle dit, bon, ben j'ai fait le tour, là, je suis mieux pour changer, pour aller ailleurs. Donc, alors qu'en tant que telle, elle pensait que en un an et demi, on avait fait le tour d'une organisation puis d'un rôle RH. Après plusieurs années chez Genv, elle se rend compte qu'il y a encore bien du pain sur la planche et des défis. Donc ça, c'était un apprentissage. Il y en a beaucoup qui ont bâti Allen chez Humanité ou première embauche RH qui est rendu maintenant d'une seule usine, puis de fil en aiguille avec son talent, avec son impact, puis avec ce qu'il a mis en place, a fait en sorte qu'il est aujourd'hui directeur talent de plusieurs unités d'affaires. Donc, très intéressant. On parle d'Éric aussi, chez Desgagnés. Éric nous a parlé de comment, lui, dans sa carrière, comment il s'est servi de sa carrière aussi comme plan de carrière, puis des choix que certaines personnes pourraient dire, ben voyons, est-ce que tu régresses? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre le même type de poste, tu changes d'organisation? Certaines personnes pourraient voir ça comme, pas une démotion, mais un poste moins intéressant, mais qui, en fin compte, est un tremplin pour plus grand dans son plan de carrière. Fait qu'il nous rappelle aussi, Éric, comment le développement de notre carrière est directement lié à notre développement personnel et comment on doit prendre ça en charge comme RH. Oui, pour nos gens, on est bien là, on est bien le fun à mettre ça en place dans notre entreprise, mais il ne faut pas s'oublier au passage puis voir comment nous, on peut atteindre nos objectifs personnels là-dedans.
Un autre point, j'avais mis comme note RH des bottes dans la boîte. On en a parlé, là, vraiment, l'idée d'être sur le terrain. Je trouvais l'expression forte. Puis, on parle de santé-sécurité. Ben, c'est un bon exemple où d'être sur le terrain puis d'avoir nos bottes dans la boîte fait en sorte qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Puis quand on met des politiques, puis on dit, ben on va faire du cadenassage, on va faire telle procédure pour sécuriser un environnement, ben si tu fais ça dans ton bureau, puis t'as pas vu, t'as pas parlé avec les gens, ben ça se peut que ta politique soit tablettée ou ça se peut que ta méthodologie soit pas la meilleure puis que tu deviennes un irritant en soi. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. On parle à quel point, je crois même c'est Ivana qui parle comment la recherche et le développement fait partie, puis l'innovation fait partie de la fonction. Donc, elle traite un peu le rôle de RH comme une fonction d'innovation puis une fonction de service aux employés. Donc, de bien comprendre son client, quasiment du marketing. Donc, bien comprendre son client interne étant les employés, mais aussi les gestionnaires qu'elle dessert. Comment elle peut faire preuve d'innovation, comprendre leurs enjeux et faire en sorte qu'elle peut désigner des projets qui font du sens. Dans une organisation, on se rappelle, Ivana, qui est dans une organisation sans gestionnaire, donc très, très lean, mais qu'elle trouve quand même le tour de développer le leadership des gens dans l'équipe, mais on développe le leadership pas pour atteindre des postes de gestion, mais pour développer son leadership au sens propre dans nos relations avec nos autres. Ça fait que c'est un bel exemple de comment être sur le terrain, de comprendre dans son organisation qu'il y était des programmeurs, des développeurs qui aspiraient pas nécessairement à devenir gestionnaires ou leaders d'équipe, mais qui voulaient quand même apprendre à faire un meilleur feedback à ses collègues, à avoir plus d'impact dans les projets. Ben, ils peuvent développer, ça a fait en sorte qu'elle a développé un programme de leadership pour faire grandir le leadership dans ces gens. Puis on associe souvent leadership à rôle de gestion, mais dans son cas, il n'y a pas de gestionnaire. Donc, comment d'être à l'écoute de ces gens-là, de leurs préoccupations, avec les valeurs de l'organisation puis la vision qui est d'une organisation sans gestionnaire, on peut faire évoluer nos gens puis bien comprendre. Ça, c'est quelque chose ça a été un fil conducteur. Tu sais, la crédibilité puis l'impact des RH passe nécessairement par l'écoute puis par l'immersion dans le travail réel. On a parlé aussi beaucoup d'innovation, de techno, de transformation. C'est partie prenante de ce que les RH, il y en a, je pense à Marie-André qui nous parlait du port de Québec qui a le port de Québec, c'est centenaire. Tu arrives dans une organisation qui a des procédures, qui a des normes. Je pense qu'elle nous parlait là, de méthodologie quasiment ancestrale d'approche qu'on vient transmettre d'employé en employé. Comment on organise le savoir, mais comment on fait cette transformation-là technologique, mais aussi transformation de l'organisation, parce que le port de Québec, c'est beaucoup plus que juste le port. Aujourd'hui, c'est le terminal des croisières, c'est aussi l'Agora, c'est des spectacles, c'est des services à la population. On pense à Festibière, la cour arrière dans le port. Donc, comment une organisation qui, à la base, était là pour des bateaux et a pu se déployer, se développer, et comment, à travers tout ça, on doit quand même s'assurer qu'il y a un transfert, oui, de la culture, mais aussi de transfert des connaissances. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Comment on peut avoir une espèce d'esprit de start-up, mais dans une entreprise centenaire. Je pense aussi Marie-Pascale, qui est dans une organisation. On entend souvent le ratio combien de RH pour le nombre d'employés. Si ma mémoire est bonne, là, ils étaient 13 ou 16 RH pour environ 3000 employés. Donc, par la force des choses, ils ont dû innover puis utiliser les technologies. Et dans leur cas, c'est arrivé avec l'intelligence artificielle qui est Coach Nadia, si je me souviens bien, qui est un outil
pour aider les gestionnaires, mais aussi les employés. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant que c'était pas juste un outil des RH ou un outil des gestionnaires. Tout le monde y avait accès pour s'habituer à s'entraîner, à faire du feedback, à poser des questions aux RH. Donc, ce que les RH ont moins de temps de faire à cause du nombre qu'ils sont dans l'organisation, ils avaient l'outil, ils utilisaient la technologie pour encadrer cet apprentissage-là, puis ce training, et comment ça leur a permis de se libérer du quotidien pour être plus stratégique dans l'entreprise. Transformation numérique, il y en a beaucoup. Même à l'épisode numéro 1, dans la saison numéro 1, on se rappelle qu'il y a des gens qui disaient même est-ce que les TI devraient faire partie des RH? Est-ce que toute la vague que l'intelligence artificielle est en train d'amener dans les organisations devrait être leadée aussi par les RH? Ben, on en a eu un petit avant-goût, là. Allen avait le titre Talent Culture, mais il va avoir aussi le rôle technologie puis transformation numérique. Donc, est-ce qu'on voit des premiers balbutiements de mélanger cette fonction-là au talent et la culture d'entreprise pour faire la transformation? Donc, inévitablement, la technologie puis la transformation numérique, incluant toute la transformation de nos organisations que ça va amener, on n'est pas prêt de passer à côté. Ça va être encore. Puis je m'attends à ce que pour la prochaine année, notre prochaine saison, on parle aussi beaucoup de comment nos leaders RH ont utilisé la technologie pour se rendre plus stratégiques et faire la transformation dans les entreprises. On a parlé un peu d'innovation tout à l'heure, ce qui m'a aussi frappé parce qu'on a eu des gens de différentes grosseurs d'organisation. Comment l'innovation RH, c'est pas une question de taille d'entreprise. C'est une question de posture de la fonction RH puis du leader RH, une question de curiosité puis de courage. Comment on peut faire preuve d'innovation? Ben, on prend ce qui existe ailleurs, on adapte, on fait preuve de courage, on est curieux et on a définitivement de l'impact dans nos organisations. L'autre chose, il y a l'expression qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Est-ce qu'il y a aussi l'expression « tous les chemins mènent au RH ». Je ne sais pas, mais on a vu des gens qui sont dans des postures de leader RH aujourd'hui qui viennent de différents secteurs. Claudia qui s'en allait en comptabilité, Ivana qui était en marketing, en travail social, en relations industrielles par hasard, qui pensaient pas, voulaient pas faire ça, mais qui se sont retrouvés là. Marie-Pascale qui a commencé du côté CNESST, entre autres, où elle a étudié en RH, mais elle était du côté prévention ou gestion des indemnités du côté de la CNESST, qui a fait le saut du côté employeur. Ça montre aussi que la diversité des parcours fait la richesse de notre profession puis fait la richesse de notre communauté de leaders RH. Alors, vraiment, c'est une saison enrichissante. Personnellement, j'adore faire ces entrevues-là, la préparation, les recevoir ici en studio, pouvoir le partager. J'adore voir vos commentaires. Aussi, reparler à mes invités puis me dire comment leur passage sur le podcast leur a apporté une visibilité un peu différente à l'intérieur de l'organisation ou même des gens avec qui ils ont travaillé, qu'ils ont touché dans leur parcours, qui se souviennent d'eux, puis ils disent « Ah oui, je me souviens de telle époque, puis ça m'a rappelé des bons souvenirs quand je t'ai entendu en parler sur le podcast. » Fait que c'est le genre de choses qui me touchent beaucoup. Je voulais vous remercier. Merci d'être là. On a de plus en plus de gens qui nous écoutent. On a de plus en plus de gens qui partagent nos épisodes. Et on a de plus en plus de gens qui écoutent parce qu'ils viennent à nous parce qu'ils connaissent un invité. Et de fil en aiguille, ils font comme « Ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, j'ai aimé ça. » Et tout d'un coup, ils écoutent l'épisode d'avant, puis un autre épisode, puis un autre épisode. Donc, merci de me laisser entrer dans vos oreilles, puis de
de me laisser un petit tiroir dans votre cerveau. En pleine ébullition, j'en doute pas, mais de faire en sorte de vous développer puis d'écouter le parcours des autres. Je suis très, très positif pour notre profession. Je suis très positif aussi pour le développement d'autres leaders. Ça fait partie de notre rôle de leader RH de développer des gens dans notre sillon, que derrière nous, il y a des sillons d'autres leaders qui émergent. On a vu sur le podcast des gens, on a reçu Eric, de Dégagné, qui avait travaillé chez Prévost, qui avait travaillé avec Kathleen. On se rend compte en parlant qu'on a on connaît des gens et ils ont travaillé ensemble, le chemin se sont séparés et ils reviennent aujourd'hui au podcast. Donc, on est le catalyseur de tous ces beaux talents-là. Je terminerai, je vous ai dit souvent, la fin d'année, c'est un moment pour faire un bilan. Moi, il y a un petit exercice que j'adore faire qui s'appelle Rose, épine, bourgeon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient cet outil-là. Moi, je le fais personnellement, mais je le demande aussi à mon équipe en fin d'année de faire cet exercice de réflexion sur l'année qui vient de se passer. Donc, rose, épine et bourgeon. Donc, le moment rose, c'est la fleur, bien évidemment. Donc, quel est le moment dans l'année, l'événement, qu'est-ce qui s'est passé qui est vraiment, qui vous a fait... Une rose, là, c'est la fleur, c'est l'éclosion, c'est quelque chose de positif que vous avez particulièrement apprécié, qui était bien dans votre année. Donc, quel est votre moment rose? Ensuite de ça, quel est votre moment épine? Donc, pas besoin de vous faire un dessin si la rose, c'est le moment positif. L'épine, sur quoi on a eu un petit peu plus de difficultés, que ça a été plus challengeant. Puis moi, j'aime le faire 2 colonnes, personnelles et professionnelles. Donc, rose épine. Donc, sur quoi j'ai été un peu plus challengé? Qu'est-ce qui a été un peu plus difficile pour moi cette année? Et en terminant, le moment bourgeon. C'est là où on se projette un peu dans l'avenir. Puis qu'est-ce que je sais aujourd'hui avec l'information que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Quel est le moment bourgeon qui deviendra possiblement une rose pour l'année d'ensuite, qui va être appelé à grossir, soit dans mon rôle, dans mes relations, dans mon développement? Qu'est-ce qui va être positif puis qui va m'apporter un bonheur futur avec les infos que je connais maintenant? Donc, exercice rose, épine, bourgeon. Ça prend 2 minutes, ça se fait n'importe quand, puis c'est super intéressant. Puis nous, dans l'équipe, on le fait où chacun, dans notre équipe, l'écrivait, puis ceux qui voulaient, on pouvait le partager. Ça a donné lieu à des beaux moments de partage, des beaux moments de vulnérabilité qui ont solidifié notre équipe qu'on a chez Antia. Donc, libre à vous, vous connaissez vos gens, soit de le faire individuellement avec vos équipes, avec vos enfants, conjointes, et de partager cet exercice-là, ou à tout de moins de le faire personnellement, puis d'avoir ce moment de réflexion sur l'année qui vient de se passer, et de vous projeter dans 2026, qui sera bientôt à nos portes. Merci encore. Merci d'être là. Merci de faire rayonner la communauté Leader RH. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Reposez-vous bien et revenez-nous en pleine forme, pleine santé et allumés comme jamais pour 2026.